n'aborderai pas ça. D'ailleurs, les lecteurs noteront que le volume indication de Métakine est légèrement moins épais que le volume contre-indication. Ainsi qu'ils ne trompent pas. Alors, ce que vous venez de dire, François Oulier, qui ce qu'avait dit à Mélissa en avant, m'amène à une autre question qui, là, est quelque chose qui m'a semblé aussi transparaître à travers vos 4 romans. C'est que, en fait, à chaque fois, on a les médecins qui disent « faites-nous confiance, nous savons mieux que vous en général ». Et on s'aperçoit que finalement, ils savent peut-être pas mieux que nous, et qu'au niveau confiance, c'est pas forcément ça non plus. Alors, est-ce que vous avez ressenti cette baisse, cette perte de statut en quelque sorte, qu'ont les médecins et la médecine en général aujourd'hui, où tout le monde conteste ce que vient de dire François Oulier, tout le monde pense savoir quasiment aussi bien que les médecins. Oui, enfin bon, c'est le vieux complexe de la blouse blanche, de l'autorité. Enfin, il y a cette scène célèbre dans Icône Icare avec Montand, c'est ça, où on voit si un médecin, un mec avec une blouse blanche et donc détenant l'autorité nous demande de faire quelque chose, a priori on va le faire. Jusqu'où ira-t-on et jusqu'où fera-t-on une confiance aveugle aura-t-on une confiance aveugle dans l'autorité? C'est vrai que c'est pareil, c'est un débat qui est très très intéressant et auquel on peut être chacun confronté. Ça ramène effectivement à ce que tu disais sur la complicité qu'on a aussi permanente avec tout ce qui nous arrive, pas seulement avec la science, mais avec tout ce qui nous arrive, on est toujours complice de tout ça. Dans Résurrection, c'est vraiment pas seulement, il ne s'agit pas seulement du médecin ou de la science, il s'agit de l'autorité en règle générale, mais même d'un point de vue plus précis, parce que ce roman est une métaphore sur l'adolescence et sur l'accession à l'âge adulte, avec tout ce que ça comporte et avec ce chemin qui se finit jamais en fait. Je ne pense pas, en tout cas je ne pense pas terminer. Donc voilà. Et avec cette espèce de confiance effectivement aveugle qu'un enfant a en son parent, celui qui lui donne tout, celui qui lui apprend à marcher, celui qui lui donne à manger, celui qui le rassure, celui qui est toujours là. Et puis la conscience douloureuse au moment où il ouvre les yeux. Pour moi, c'est le début de l'adolescence où on se rend compte que nos parents, mais où l'autorité en règle générale n'a pas toujours raison. C'était tellement plus sympa de penser qu'ils avaient toujours raison, c'était tellement plus rassurant de faire exactement tout ce qu'on nous disait, quoi. Ou à peu près, je veux dire. Et de savoir que même quand on ne faisait pas ce qu'on nous demandait de faire, il y avait un filet. À un moment, on se rend compte qu'il n'y a pas de filet parce que les gens qui nous entourent, l'autorité qui nous entoure de la plus proche à la plus éloignée, n'est pas omnisciente, n'a pas toujours raison, très loin de là, et qu'à ce moment-là, on se retrouve tout seul, avec nos responsabilités, nos complicités, le fait d'accepter ou de ne pas accepter, quoi accepter, pourquoi, comment, etc. Et on est obligé de définir sans arrêt, tout le temps, effectivement, cette notion de bien et de mal qui ne peut être que personnelle, dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, je pense qu'effectivement, cette remise en question de l'autorité, alors moi je la trouve indispensable, et indispensable en permanence, justement. Je pense qu'il n'y aurait pas, si on se posait plus souvent, peut-être plus de questions, peut-être qu'on serait moins complice. Peut-être si on n'était pas autant à attendre des réponses toutes faites, parce que, on les attend tous, parce qu'elles sont rassurantes, si on était peut-être un peu plus critique, etc., plus souvent. Mais c'est pas facile, je suis pas en train de donner des leçons, parce que c'est quelque chose de pratiquement impossible à faire, à mon avis, en tout cas en permanence. Peut-être qu'effectivement on ne tomberait pas dans certains excès. Voilà. Il faut dire que vous faites quand même un petit clin d'œil au lecteur dès le début. On se dit que si on a affaire à un chirurgien qui s'appelle Victor... Oui. Il s'appelle Victor Franck, en l'occurrence, quand même. L'exergue du roman, c'est quand même un extrait de Frankenstein de Mary Shelley, donc bon... Mais cela dit, c'est intéressant, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce roman, je suis désolée, c'est la base, c'est ce que raconte Mary Shelley, je veux dire, ça s'appelle pas le Prométhée moderne pour rien, c'est ce que raconte Mary Shelley, c'est la course à la science, oui,
pourquoi, comment et quelle est notre responsabilité par rapport à ça. Enfin, je veux dire, c'est exactement ce dont on parle tous, je crois. Tout à fait, c'est ce qui fait tout l'intérêt de vos deux romans, c'est qu'on est plongé là-dedans. Vous avez prolongé ce qu'a fait Marie Shelley. Alors justement, à propos de Marie Shelley, je me permets de rebondir parce que je cherchais dans les pages de Métakin, mais je n'ai pas trouvé la citation exacte, mais j'ai mis aussi en tête d'un chapitre une citation de Marie Shelley qui dit j'entretenais des rapports très intimes avec les créatures issues de mon propre cerveau. Et ça, c'était dans Mathilda, un autre roman de Marie Shelley. Et ça me permet de reprendre le thème de l'enfance. Parce que avant la raison, avant le pourquoi, l'analyse froide des arguments en faveur de tel progrès scientifique ou pas, etc., avant cela, il y a l'enfance. Et dans l'enfance, c'est j'ai été, et je crois que je suis resté, un enfant rêveur. Donc, un enfant qu'on empêche de rêver, un enfant qu'on empêche d'imaginer, ou à qui on impose des règles qui restreignent cette faculté-là, automatiquement, il lui vient une révolte. Et cette révolte, elle est, je dirais, viscérale, elle est à la base de tout comportement. Et lorsque vous avez des progrès, ou soi-disant progrès scientifiques, qui vont limiter cette imagination, cette faculté de rêver, cette faculté de s'évader du réel et de construire son propre monde, dialoguer avec les créatures issues de son propre cerveau, lorsqu'on limite cela et qu'on contraint l'être humain à n'être qu'une façade obéissante ou un mécanisme dans un grand appareil scientifique ou un grand appareil totalitaire, pour parler à l'échelon politique, eh bien automatiquement il y a révolte. C'est pour cela que dans Métakin, un des personnages principaux, c'est un enfant. C'est un enfant qui est mal dans sa peau, qui a des problèmes familiaux, qui est toujours dans la lune, et puis qui évidemment en fait le cobaye idéal pour prendre de la métaquine. Mais lui se révolte d'emblée là contre, sans trop savoir à quoi il s'expose, il se révolte. Et je crois que le principe de... Je pense que vous êtes tous, en tant qu'écrivain de l'écriture de l'imaginaire, vous avez cette sensibilité-là de l'imaginaire et cette liberté d'imaginer, cette liberté de création, qui est d'ailleurs à la base des grandes découvertes scientifiques et des grandes œuvres artistiques aussi. Donc c'est quand même un moteur principal. Si au nom du progrès, on coupe cet élan-là, eh bien on tue la poule aux œufs d'or, pour parler de manière un peu imagée. Et je crois que la racine de la révolte des héros dans beaucoup de romans, c'est cette impossibilité qu'on leur fait tout à coup de s'épancher, en particulier de s'épancher au niveau de leur imaginaire.